Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui il va être question de dépendance, d'addiction. Alors je vais essayer de répondre de manière la plus simple possible et la plus clairement à un certain nombre de questions que me posent mes patients en consultation et aussi les familles parce que bien souvent les familles sont en grande difficulté face à un proche qui est dépendant d'une substance ou d'un comportement. Alors comment on définit l'addiction? D'abord ça vient d'un terme latin ad dicere, qui se traduit littéralement par se dita. En fait, se dita, c'est une notion d'appartenance, d'esclavagisme. Pendant la Rome antique, c'était l'esclave du maître. On définit une addiction, une dépendance, comme étant l'impossibilité de se passer d'une substance ou d'un comportement, puisqu'on peut être dépendant d'un comportement, sans qu'il y ait des conséquences physiques et ou psychologiques. En fait, l'addiction, c'est la rencontre de trois facteurs. C'est l'individu, tel qu'il est dans sa composante physique, psychologique et génétique, puisque la génétique compte en partie dans l'addiction, et il n'est pas rare de retrouver dans une famille l'oncle, le grand-père, qui en fait avait aussi des soucis d'addiction. C'est donc l'individu, le produit en lui-même. Il y a un adage en addictologie qui dit « dis-moi quel produit tu consommes et je te dirai comment tu fonctionnes ». C'est assez vrai puisque chaque produit a ses caractéristiques. Certains vont être anxiolytiques, d'autres hallucinogènes, etc., etc. Et puis le dernier facteur, c'est l'environnement, puisque bien sûr, lorsque, par exemple, familialement, on est baigné dans l'alcool très tôt, eh bien, on a plus de chances de développer une addiction à l'alcool. Ça peut être aussi des milieux festifs, des milieux professionnels où il y a de la cocaïne ou d'autres produits. Alors, une question qui est importante, c'est comment sait-on que l'on est dépendant d'un produit? Parce que finalement, on peut tout à fait utiliser une substance de manière occasionnelle. Certains utilisent l'alcool, par exemple, tous les samedis, en grosse quantité, ce qu'on appelle un mésusage, mais pour autant ne vont pas développer de dépendance et n'ont pas besoin de boire la semaine. C'est pas sans risque, mais pour autant, l'addiction n'est pas présente. Alors, il y a une règle qui est assez simple, que j'aime bien, c'est la règle des 4 C. Et si on est concerné par un de ces C, bien finalement, on peut se dire qu'on a un rapport certainement un petit peu pathogène. Il existe tout un tas de grilles, de questionnaires pour chaque produit, vous les retrouvez très facilement sur Internet, et ça peut aussi vous donner quelques indications. Alors cette règle des 4 C, c'est C comme compulsion. On ne peut pas s'empêcher d'utiliser le produit, et on est finalement bien soulagé à partir du moment où on a enfin le produit dans la bouche, ou lorsqu'on utilise le comportement. Le deuxième C, c'est C comme conséquence, c'est-à-dire qu'on sait que le produit n'est pas bon pour soi, mais ça ne suffit pas à arrêter, c'est pas suffisamment fort. Si bien que lorsque les gens leur disent, l'entourage, les amis, arrête de boire, arrête de fumer, c'est terriblement culpabilisant parce que les gens se disent si je pouvais, je le ferais. Donc il y a vraiment une notion de culpabilité qui est très importante. Il y a C comme craving, ça c'est extrêmement important. Le craving, c'est un terme anglo-saxon qui désigne ce besoin impérieux d'avoir le produit ou la substance. Si bien que lorsque l'on commence à s'organiser autour du produit, lorsqu'on commence à être aliéné, lorsqu'on commence à y réfléchir, à penser au produit, et que finalement on est soulagé uniquement quand on a le produit, ben ça veut dire que le craving est déjà bien installé. Typiquement, un fumeur qui va avoir une seule cigarette dans le paquet et qui va aller faire 20 km pour aller chercher un paquet à 2 h du matin parce qu'il angoisse à l'idée de ne plus avoir de cigarette. Voilà, ça décrit la force du craving et c'est important de l'analyser. Moi, je l'analyse avec mes patients parce que plus le craving est fort et plus on peut se dire que la dépendance est quand même bien installée. Et enfin, le dernier C, c'est C comme contrôle, la perte de contrôle. Et ça, c'est propre à toute addiction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne contrôle plus. Et c'est souvent à ce moment-là que les patients viennent consulter parce que c'est terriblement anxiogène. Et c'est pour ça que l'on passe d'une cigarette à un paquet, que la personne va dire je vais boire juste un verre et puis que finalement on ne peut pas s'arrêter. Donc voilà. Ça détermine assez bien ces 4 C. Est-ce qu'on est dépendant et quelle est la force de la dépendance? J'aime bien dire à mes patients que pour combattre un ennemi, c'est bien de le connaître. Et quelle que soit la substance ou le comportement utilisé, en fait, le mécanisme addictif, c'est toujours la même histoire. On a une zone droite du cerveau qu'on appelle le système limbique, qui est le circuit de la récompense et du plaisir. En fait, lorsqu'on utilise ces substances, que ce soit la nicotine, le cachet pour le cannabis, etc., c'est toujours la même chose. Ça va aller stimuler une petite zone du cerveau qu'on appelle le tegmentum ventral et qui va libérer une hormone, la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la récompense. Si vous demandez à un fumeur, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as touché une cigarette? Parfois, il ne s'en souvient pas, mais il y a une chose de sûre, c'est qu'il la trouvé pas bonne. Ça fait tousser, le corps vous dit c'est pas bon, ne prends pas ça. Pourtant, on y retourne, donc c'est bien qu'il se passe quelque chose. Effectivement, ce petit shoot de dopamine donne un petit effet euphorisant qui est assez éphémère, et du coup, on va chercher à retrouver cet effet-là.
Sauf que le corps a besoin de plus en plus de quantité pour libérer ce shoot de dopamine. Donc c'est pour ça qu'on passe d'une cigarette à 10 cigarettes. Sauf qu'au bout d'un moment, et c'est là où le piège commence à se refermer, le cerveau a bien compris que la dose n'était pas naturelle, parce qu'en fait la dopamine c'est simplement une hormone de survie, par exemple pour avoir du plaisir quand on a faim, pour ne pas mourir de faim, et donc le cerveau s'aperçoit que la dose n'est pas rationnelle, donc il coupe le circuit hormonal, ce qui fait que la courbe du plaisir eh bien, descend, et c'est le propre à toute addiction, et c'est là où le piège se referme, c'est qu'au début on en prend pour être bien, et après on en prend pour pas être mal. Et en fait, cette idée que le tabac, que l'alcool ou tout ce que vous voulez apaise, en fait c'est un leurre, ça soulage juste le manque. Et donc le système, le stress est finalement entretenu sans arrêt. Le corps est bien fait, c'est pas réversible, et lorsque l'on coupe ces addictions-là, petit à petit le système hormonal se remet en place, et de nouveau on est beaucoup mieux. On pourrait faire une IRM à quelqu'un qui est addict et on s'apercevrait que même physiquement le cerveau est un peu modifié. Alors les zones devant du contrôle sont nettement réduites puisqu'on ne contrôle plus, les zones du plaisir sont réduites aussi, les zones de la frustration elles augmentent, etc. etc. En réalité, dans une addiction, dans une dépendance, il y a ce qu'on appelle le renforcement négatif, c'est-à-dire que c'est toujours le même cercle vicieux, c'est-à-dire que l'angoisse monte, l'anxiété monte parce qu'on veut le produit. Une fois qu'on a le produit, il y a un effet de soulagement, mais qui est très très bref, puisqu'après il y a ce qu'on appelle la descente, c'est-à-dire une culpabilité, et cette culpabilité-là, elle augmente, plus on augmente les doses, et plus on tombe dans ce piège de l'addiction. On a vu que le mécanisme addictif était toujours le même, pour autant il existe tout un tas de produits, tout un panel de produits qui sont consommés, utilisés, licites ou illicites. Alors il y a différentes classes de produits, une classification c'est toujours imparfait mais ça a le mérite d'exister, certains produits appartiennent à deux classes même. On a tous ceux qu'on appelle sédatifs, ça va être plutôt le cas de l'alcool, du cannabis, des morphiniques, où il y a un côté apaisement anxiolytique. On utilise souvent ces produits comme des médicaments. Et d'ailleurs, certains médicaments, les opioïdes, qui sont des médicaments de synthèse, eh bien, certaines personnes développent de vraies dépendances. On en a beaucoup parlé aux États-Unis. Ce sont par exemple le tramadol, tous les anti-inflammatoires. On peut aussi développer des dépendances aux benzodiazépines. Voilà. Après, il y a les produits qui vont avoir un côté plutôt stimulant, comme la cocaïne par exemple, qui est typiquement la drogue de la performance, du contrôle, de l'énergie. Et puis, on peut aussi avoir des produits qui vont être plutôt récréatifs. Ceux-ci, on développe plus rarement des dépendances, mais ils sont souvent associés parce qu'il y a des polydépendances. Ça peut être l'ecstasy, le LSD. On va plutôt avoir un côté hallucinatoire qu'on peut retrouver aussi un petit peu avec le cannabis. Et puis après, il y a les comportements. Les comportements, ça peut être le jeu pathologique, ça peut être les écrans, ça peut être la pornographie. C'est aussi de réelles souffrances et c'est parfois plus difficile à comprendre pour l'entourage, voire même certains médecins, de se dire il n'y a pas de substance qui entre dans le corps, donc ça devrait être plus facile de s'en débarrasser. Et non, c'est pas plus facile parce que le mécanisme addictif que l'on a vu tout à l'heure avec le système limbique, c'est exactement la même chose. Donc il y a vraiment beaucoup de souffrance et d'autant plus qu'il y a incompréhension encore plus grande de la part de la société. Se sortir d'une dépendance, d'une addiction, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Bien souvent, les familles sont très démunies et les familles me disent toujours j'ai tout essayé. Alors, la douceur, j'ai les menaces, sauf que ça ne fonctionne pas parce que bien sûr, on ne peut pas être et thérapeute et famille, et puis c'est bien souvent contre-productif, d'où l'intérêt pour les personnes d'aller se faire aider. Souvent, ça commence par le médecin généraliste, et puis après, on peut voir un psychologue, psychiatre, etc. etc. Malheureusement, l'addiction, c'est une discipline médicale qui est connue depuis peu, et finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui appellent à l'aide, qui rentrent dans des circuits de soins, et notamment par les urgences, et qu'en fait, régulièrement, il y a ce problème d'alcoolisation qui fait qu'on vient consulter, et en fait, soit par méconnaissance, soit par manque de temps, soit parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, eh bien, le problème de l'addiction n'est pas traité en lui-même. Donc c'est souvent des gens qui ont fait finalement beaucoup de praticiens sans que vraiment le problème soit posé sur la table. Lorsque quelqu'un va consulter, c'est une démarche qui est courageuse et il faut vraiment encourager les gens dans ce sens parce que c'est très difficile d'aller poser ce problème sur la table. Il y a souvent beaucoup de culpabilité et beaucoup de honte. Alors, qui consulter? Il y a des médecins addictologues, on consulte son médecin généraliste, psychologue, psychiatre, et puis voilà, on trouve des béquilles. Il y a aussi le système associatif qui est très intéressant parce qu'on va aller rencontrer des gens qui ont les mêmes problèmes et très franchement, qui parle de mieux des addictions que les personnes concernées elles-mêmes, et ça c'est très vrai et ça peut beaucoup aider.
Alors comment prend-on en charge une dépendance de manière efficace? C'est absolument multifactoriel et surtout ça doit être personnalisé parce que bien entendu chaque produit est différent, les syndromes de sevrage sont différents aussi et des sevrages de certains produits peuvent même être dangereux et lorsqu'on fait un sevrage brutal d'alcool par exemple on risque un délirium très mince ou une benzodiazépine aussi, certains médicaments, le Xanax, l'Exomil, un sevrage brutal ça peut aussi provoquer des chocs neurologiques qui peuvent entraîner la mort donc il faut être très prudent. Alors, il y a le côté médical, parfois il faut vraiment une assistance médicale et un accompagnement médical pour ces sevrages. Et puis il y a bien sûr l'accompagnement psychologique et ça peut se faire de beaucoup de manières différentes, psychologue, psychiatre, parfois c'est le médecin généraliste qui assure ce rôle et ça se fait très bien, mais je crois que le tout c'est vraiment de trouver une accroche avec un praticien qui fait qu'il y a une alliance thérapeutique qui est importante et qu'on va avoir cette béquille et qu'on va s'en sortir. Et puis je dirais que sortir d'une dépendance, c'est vraiment un réapprentissage parce que arrêter le produit, c'est une chose, mais si l'abstinence est malheureuse, finalement, quel est l'intérêt? Donc il y a beaucoup de choses à régler en fait lorsqu'on traite une dépendance. Moi, c'est ce que je fais avec l'hypnose parce que bien évidemment, c'est une prise en charge globale, on ne traite pas l'arrêt du produit en lui-même. Et puis, c'est réapprendre à utiliser un autre comportement puisque en fait, eh bien, on a calmé son angoisse, par exemple, en utilisant de l'alcool. Alors c'est la seule chose qu'on a trouvée à ce moment-là, mais c'est pas la chose la plus adaptée, donc il faut trouver autre chose, il faut apprendre, trouver des projets, avoir un projet de vie, ça c'est très important. Alors quel conseil donner aux familles? Parce que bien souvent les familles viennent nous voir en étant désespérées parce qu'elles ont tout essayé. Il y a une notion de culpabilité aussi qui est très importante. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour? Et souvent c'est des mamans, c'est des conjoints, c'est des parents et les gens sont tout à fait culpabilisés. Ils ont tout essayé d'être doux, ils ont essayé les menaces et puis rien ne fonctionne parce que bien sûr on ne peut pas être parent et thérapeute. Donc la première chose que je dirais aux familles c'est d'inciter la personne à les consulter, mais de l'inciter de manière, on va dire, tout à fait positive et ne jamais mettre au pied du mur, parce que de toute façon, c'est contre-productif. Il y a un petit effet de déclic, je crois, dans toute addiction, c'est que bien souvent, les gens qui décident de poser le problème sur la table, c'est parce qu'à un moment donné, ils se sont heurtés à un mur, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ont l'impression d'être vraiment au fond du trou, et malheureusement, et c'est parfois dangereux, il faut souvent en passer par là pour qu'il y ait un réel déclic. D'expérience, lorsque le patient vient me voir pour traiter une addiction et que je m'aperçois qu'il le fait pour sa famille, pour rassurer finalement, c'est souvent voué à l'échec parce que il faut vraiment que ce soit une démarche très personnelle et puis qu'il y ait ce déclic-là. Si on fait un peu un état des lieux de nos sociétés, les addictions sont partout. Finalement, il n'y a pas de société sans addiction parce que, eh bien, on peut interdire des produits, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y en a des nouveaux qui apparaissent et finalement pas de société sans dépendance. Alors, il y a certains produits qui sont en vente libre, comme l'alcool, il y a certains produits qui sont illicites. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de drogue dure et de drogue douce, puisque par exemple l'alcool a été considéré comme une drogue douce, et on voit bien que ce n'est pas du tout une drogue douce lorsque les gens tombent dedans. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré qu'en termes d'impact, si on cumule l'impact sur la santé physique et l'impact sur le social, eh bien l'alcool est de loin le produit qui fait le plus de dégâts, c'est une évidence. Et puis, on est dans une société où la personne, par exemple, qui ne boit pas d'alcool est plutôt considérée comme quelqu'un d'un peu triste, qui ne profite pas de la vie. Donc, il y a tout un tas de clichés, d'idées reçues qui fait que parfois, les gens ont du mal à se débarrasser de certains produits parce que la pression de la société est finalement assez importante. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo qui, je l'espère, aura répondu à un certain nombre de vos questions. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez via mon site internet yann-botrel.fr ou éventuellement sur ma page Facebook, cabinet Yann Botrel. Merci, à bientôt.